Merci beaucoup à Mensa de nous accueillir pour cette table ronde. Merci aux intervenantes et merci à vous tous d'être venus si nombreux, dont certains, je pense, spécialement pour cette table ronde. Donc, on est très content que vous soyez si nombreux. Alors donc, je présente rapidement nos intervenantes. Donc, Monique de Kernadec, que certains ont vu ce matin. Donc, vous êtes psychologue clinicienne et psychanalyste. Donc, vous êtes spécialisée sur les sujets à haut potentiel que vous recevez donc adultes et enfants dans votre cabinet à Paris, en libéral. Et vous êtes auteur de 3 livres spécialisés sur le sujet. Donc, Pour que mon enfant réussisse, L'adulte surdoué apprend à faire simple quand on est compliqué, et Le petit surdoué qui est le dernier sorti, tous 3 aux éditions Albin Michel. Voilà. Et Catherine Bénard-Perron, que vous avez également vu ce matin. Donc, vous, Catherine, vous êtes psychothérapeute en libéral également à Angers et à Nantes. Vous accompagnez plus particulièrement les grands adolescents et les adultes à haut potentiel. Vous intégrez dans votre pratique plutôt des approches de thérapie brève et de thérapie narrative. Vous nous expliquerez peut-être plus en détail de quoi il s'agit. Et vous avez également une activité de coach et de formatrice, notamment à destination des professionnels de santé. Donc ça peut être intéressant aussi pour notre sujet. Et vous avez dirigé l'ouvrage collectif Pistes narratives pour faire face au sentiment d'échec professionnel et personnel aux éditions Hermann en 2011. Vous avez rédigé un article sur l'accompagnement des adultes à haut potentiel intellectuel. Donc juste, on va essayer de ne pas trop répéter et d'aller vite et de ne pas répéter trop ce qui a été dit ce matin, mais pour ceux qui nous rejoignent et pour remettre un petit peu les points sur les i, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, qui sont les adultes surdoués, quelles sont leurs caractéristiques? Il est important de parler des adultes surdoués. Je remarque qu'aujourd'hui, nous allons avoir un tout petit temps pour parler des adultes, donc on va essayer d'en tirer un maximum. Ces adultes sont bien évidemment d'anciens enfants précoces. Certaines personnes fonctionnent avec l'illusion que cette précocité pourrait disparaître à l'âge adulte et que si, d'une façon ou d'une autre, on n'a pas accompli quelque chose de remarquable, eh bien cela veut dire qu'on n'a pas de don particulier. C'est, je crois, lié au fait que l'on pense que si l'on est surdoué, on se doit de réussir. Or, s'il y a des adultes surdoués qui réussissent de façon, je dirais, quasi évidente, il y en a un grand nombre qui vont rester sur le côté de la route, et ceux-là sont ceux que nous devons accompagner, que nous devons, je dirais, informer pour qu'ils puissent vivre autrement leur douance. Alors, pour moi, qu'est-ce qu'un adulte surdoué? C'est quelqu'un, je dirais, qui frappe d'abord par son intensité. C'est quelqu'un qui a une pensée complexe, une pensée originale. C'est quelqu'un de curieux, bien sûr la curiosité des petits ne s'est pas estompée pour autant. C'est quelqu'un d'original, quelqu'un de perfectionniste. Si vous voyez le nombre d'adultes surdoués prêts à s'autocritiquer car ils ne répondent pas à leurs critères d'excellence, ce sont des personnes qui ont de fortes valeurs et qui sont à la recherche de sens dans leur vie. Et donc en consultation, ce sont des personnes absolument passionnantes. Et je tiens à dire autant pour les adultes que pour les enfants, être surdoué, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas un handicap. Lorsqu'on en souffre, il y a des raisons. Il est important de les comprendre et j'aimerais pouvoir vous apporter un regard positif sur ce que sont ces adultes et ce que l'on peut faire. Merci à vous d'avoir précisé qu'effectivement le haut potentiel intellectuel n'est pas un handicap et ce n'est pas non plus une pathologie. C'est important parce que... Alors, ça marche pas? Voilà. Ok. Moi, ça m'est un peu difficile de donner des caractéristiques générales des adultes surdoués. Je ne peux parler que de ceux que j'accompagne dans mon cabinet, lesquels sont des personnes qui viennent avec, présentent en tout cas des demandes d'accompagnement par rapport à des problèmes relationnels, des problèmes de communication avec les autres, des problèmes de relation avec eux-mêmes, des problèmes de questionnement, de la motivation professionnelle, ils ont changé souvent de métier, voilà, ils n'ont pas de sens, ils ne trouvent pas de sens à leur vie, leur entourage se plaint du fait qu'ils ne trouvent pas de sens à leur vie, ou à leur vie professionnelle en particulier. Et dans le descriptif en fait, de leurs difficultés, c'est effectivement là que moi je peux être témoin d'une pensée particulière qui se développe, qui se déploie sous mes yeux, avec une intensité de parole, une précision de vocabulaire très importante,
On retrouve effectivement ces aptitudes au discernement très pointues, de bien séparer les choses, c'est ça, mais c'est pas exactement ça. Voilà, tout ça, ça donne beaucoup de profondeur et de complexité au récit qu'ils font de leurs difficultés. Et à ce moment-là, déjà, moi, je peux pressentir qu'il y a quelque chose de l'ordre du haut potentiel intellectuel derrière. Alors, les personnes que j'accompagne sont soit viennent consulter pour un accompagnement après un dépistage, ou bien consultent sur prescription, on va dire des pages jaunes, ou bien du site internet qu'elles ont, enfin, qui est le mien, donc qu'elles trouvent sur internet. Ça peut être également, elles ont entendu parler d'une forme d'accompagnement un peu différente de ce qui existe, etc. Voilà. Donc, quand elles arrivent, elles expliquent quelles sont leurs difficultés. Donc ce sont ces caractéristiques-là que moi je peux observer. Et aussi, dans une plainte, si je puis dire, qui est faite souvent, c'est quelque chose de l'ordre de la solitude. Voilà, je me sens vraiment seule. Et je n'ai personne à qui je peux parler de ces difficultés parce que finalement, on me dit que je me pose beaucoup trop de questions. Merci, c'est vrai que ça rejoint un peu ce qu'on voyait ce matin, qu'effectivement, si on reconceptualise un petit peu la douance en termes d'intensité, on voit que l'intensité, elle n'est pas seulement intellectuelle et émotionnelle, elle est aussi sensorielle, on en a parlé ce matin, elle est aussi psychomotrice, elle est aussi dans l'imagination et dans la créativité. Donc, ma question pour vous, c'est comment est-ce que... Parce que là, on peut imaginer les enfants précoces qui deviennent des adultes surdoués, mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui le découvrent à l'âge adulte. Et comment ces personnes-là se retrouvent dans votre cabinet, en fait? Qu'est-ce qui amène un adulte à se penser surdoué? Est-ce que c'est justement cette notion d'hypersensibilité? Je dirais que le premier mot qui est prononcé souvent, et on va en parler après, c'est le sentiment de différence. Mais lorsque on commence à parler avec la personne, on se rend compte effectivement que ce sont des personnes qui vivent intensément les choses en positif ou en négatif, bien évidemment. Moi, je dirais qu'ils vivent tous à la puissance supérieure, quelque part. Parce qu'ils aperçoivent, ils décodent très vite tout un nombre d'indices qui ne les laissent pas indifférents. Ils ont d'ailleurs du mal à comprendre les autres qui peuvent se pacifier ou se contenter dans une certaine situation, alors qu'eux-mêmes verront des raisons, des justifications pour être inquiets. Donc ce qui les caractérise, c'est une sorte d'excitation intellectuelle et sensorielle. Alors surtout ne concluez pas que je dis que les adultes surdoués sont tous des excités. Non, loin de là. Je parle d'une intensité, je parle de capacité de décodage. Leurs émotions, eh bien, là aussi, ils les vivent à la puissance plus. Parce que quand ils sont tristes, ils sont vraiment très tristes. Quand ils sont heureux, ils sont très heureux. Et lorsqu'on parlait de cyclothymie ce matin, je dirais que parfois, on a vu, et ce n'est pas du tout pour dire que les psychiatres, de manière générale, se trompent, mais j'ai vu des adultes surdoués qui ont été pensés pendant tout un temps comme bipolaires, peut-être parce qu'il y avait une intensité particulière dans leur réaction à des événements de vie. Chez eux, tous les sens sont en éveil, que ce soit les facultés auditives, visuelles et aux messages non-verbaux. On n'en a pas parlé pour les petits ce matin, mais on aura l'occasion d'y revenir. L'adulte surdoué, en très peu de temps, va vous dire, moi quand je suis avec quelqu'un, je le décode. Je sais déjà ce qui va se passer, ou je sais ce qu'il va me dire. Et cela se fait le plus souvent par des messages non-verbaux. Vous évoquiez tout à l'heure le sentiment de différence. On peut le qualifier aussi de sentiment de décalage. Effectivement, décalage sensoriel, décalage de compréhension de ce qui fait sens pour les autres mais qui ne fait pas sens pour soi. Et oui, effectivement, cette intensité, elle est perceptible dans les entretiens. Elle fait parfois problème à la personne, parfois problème aussi à l'entourage. Ce que moi j'aimerais rajouter là, qui moi m'apparaît vraiment très fortement, très intensément pour le coup, ça va être la densité. La densité à la fois dans les propos, dans ce qui est transmis, dans la pensée, et également la densité, alors comment je pourrais dire ça, la densité à la fois émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une recherche d'intensité, mais dans la densité intellectuelle également. C'est vraiment quelque chose qui fait un tout. On ne peut pas séparer, je crois, la partie sensible de la partie intellectuelle. Mais du coup, dans ce contexte-là, comment on peut imaginer que la personne surdouée se construit? Est-ce qu'elle se construit différemment quand elle n'a pas su, quand elle n'a pas été détectée enfant? Comment justement cette sensibilité, cette différence
se construisent-elles dans l'individu quand il n'a pas forcément eu le miroir de son fonctionnement, il n'a pas forcément eu l'explication de sa différence, et qu'est-ce que ça donne en termes de fonctionnement et de défense peut-être à l'âge adulte? Alors cette différence apparaît dès l'enfance. C'est d'ailleurs étonnant parce qu'en maternelle, par exemple, vous avez des tout petits qui perçoivent déjà que, par exemple, les autres ne parlent pas comme eux, ne s'intéressent pas aux mêmes choses qu'eux. Ils ne peuvent pas dire pour quelle raison, mais ils sentent que, d'une façon ou d'une autre, ils ne sont pas vraiment au diapason. Alors, chez l'adulte, ces sentiments de différence, c'est souvent quelque chose de très diffus sur lequel ils ne peuvent pas vraiment mettre de mots. Certains disent « je me sens martien, j'ai l'impression d'appartenir à une autre planète ». Et c'est un mot qui revient. Je ne pense pas qu'il ait été tellement véhiculé par les médias, mais c'est un mot qui traduit vraiment un vécu qui est pour eux difficile à définir. Alors, comment a-t-on conscience de cette différence? Je vous le disais, c'est par contact avec le monde extérieur. C'est l'autre qui va faire que d'une façon ou d'une autre, on va vivre sa différence de façon positive ou négative. Mais une chose qui est très importante, et ça surprend toujours tout le monde, cette différence, contrairement à ce que croit un grand nombre de personnes, ne veut pas dire « je me sens supérieur ». Au contraire, je dirais que plus on est surdoué, plus on a conscience de ce que l'on ne sait pas, plus on a conscience des progrès que l'on peut avoir à faire dans sa pensée, dans ses apprentissages. Et je dirais que les adultes surdoués sont très souvent des personnes très, très humbles, très simples dans leur perception d'elles-mêmes. Pour rebondir, moi je dirais effectivement que ce sont des personnes qui consultent beaucoup. Je crois qu'il y avait une thèse qui était parue sur le sujet, et je crois bien que dans le cabinet d'un psychanalyste, c'était 17% de la population des consultants qui étaient au potentiel intellectuel. Donc ils ont aussi une façon de rapporter des difficultés qui émanent, on dirait, de propos relatés de propos venant de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils ont été déjà ou diagnostiqués ou interprétés. Et ça, c'est quelque chose d'assez violent pour eux, parce qu'en fait, personne ne s'est véritablement intéressé à pourquoi ils font les choses d'une certaine façon, pourquoi ils pensent les choses d'une autre façon. En réalité, personne ne s'est intéressé à leur propre référentiel intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est très perturbant pour eux, parce que ce sont des personnes qui sont habitées par le doute. Alors non pas un doute qui paralyse, mais si le doute devient tellement envahissant, devient si envahissant que ça, elles sont entre guillemets, elles se condamnent elles-mêmes à être dans l'immobilité, et c'est ça qui les fait aussi consulter. Quand vous parlez du doute, vous me faites penser à ce fameux syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire la personne qui est brillante, qui fonctionne très bien, par exemple dans un milieu professionnel, et qui se dit toujours, le jour où ils se rendront compte de qui je suis vraiment, ils cesseront de m'admirer ou ils cesseront de me récompenser. Donc ce syndrome de l'imposteur est très particulier à l'adulte surdoué. Vous parlez de ce qui qualifie la différence. Moi je dirais c'est avant tout la rapidité et l'originalité de la pensée. La personne arrive à ses conclusions, arrive à ses réponses d'une façon qui est immédiatement perçue par l'autre comme étrange, étonnante, et on ne pense pas tout de suite à des capacités intellectuelles hors normes, mais on est étonné par cette originalité. Comme l'autre en fait renvoie une certaine forme d'incompréhension ou renvoie un décalage dans la compréhension, la personne surdouée, forcément, à cause du doute, remet en doute ses propres capacités à comprendre le monde, à se comprendre et à comprendre les autres. Donc là, pour le coup, le questionnement, il est sans fin. Il n'arrête pas de boucler. Et finalement, est-ce que si j'étais moi un problème? Ça, c'est vraiment le... Donc les autres ne sont pas le problème. Tout le monde me dit que peut-être je suis un martien ou je suis extraterrestre, je ne pense pas comme tout le monde, je me pose trop de questions. Donc en fait, je dois être le problème. Oui, il y a ce désir de vouloir penser, de vouloir être comme les autres. Parfois, lorsque c'est trop douloureux, on entend quelqu'un en consultation dire « mais si seulement je pouvais être comme les autres ». Alors justement, quelles sont les stratégies défensives qui sont parfois mises en place? Je pense en termes, quand on parle aux adultes surdoués qui sont en difficulté, parce qu'il y en a qui ne sont pas en difficulté, mais beaucoup parlent de masques, de carapaces, de choses qu'ils ont mises en place pour faire illusion, ou pour se protéger de cette sensibilité et de ce que l'extérieur peut leur envoyer, surtout vis-à-vis de cette sensibilité. Oui, nous savons tous que nous construisons notre identité
au travers du regard de l'autre, que ce soit celui de notre mère, de notre père quand nous sommes petits, et plus grands au travers de toutes les personnes que nous allons croiser dans notre vie. Donc, si l'enfant a le sentiment qu'il doit correspondre à une certaine image pour pouvoir être aimé, il va commencer à modifier son comportement, il va commencer à construire ce que nous appelons un faux self, c'est-à-dire qu'il va se rendre tel un caméléon, tel qu'on le souhaite. Et à l'âge adulte, on retrouve dans son cabinet après des personnes qui disent « Je ne sais plus qui je suis aujourd'hui, j'ai l'impression que je passe à côté de moi-même, et quand les autres me renvoient des choses positives, bien évidemment, ça ne peut pas me satisfaire, puisqu'ils ne me connaissent pas vraiment. Ce qu'ils connaissent, c'est l'image positive que j'essaye de leur donner pour les satisfaire et pour que ça se passe bien. » Est-ce que, Catherine, c'est ce que vous retrouvez aussi en termes finalement, à force de suradaptation ou de donner le change, la personne, quelque part, se grignote un peu elle-même? Oui, en fait, les personnes que moi je rencontre, en tout cas, sont au bout de la suradaptation. C'est-à-dire qu'un pas de plus, c'est presque... elle tombe sur place. Donc la difficulté, là, ça va être de pouvoir identifier le niveau de suradaptation qu'elles ont adopté. Ça, c'est déjà quelque chose d'assez difficile à prendre en compte pour elles, parce qu'en réalité, l'adaptation et la suradaptation sont des stratégies de protection, et aussi une stratégie pour aller vers l'autre, pour se lier à l'autre, pour être en relation avec autrui. C'est très important, et je crois qu'il ne faut pas penser que c'est quelque chose de conscient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de désir de manipulation de la part de l'enfant ou de l'adulte surdoué qui va offrir l'image que l'on attend de lui ou que l'on attend d'elle. Ce n'est pas un jeu, ça n'a rien de pervers, c'est tout simplement une protection. Alors je tiens quand même à préciser que tous les adultes surdoués n'ont pas construit de faux self, que certains ont eu un contexte dans lequel ils se sont construits de façon positive, ce qui les a bien évidemment aidés au travers de l'enfance, de l'adolescence, et ils arrivent à l'âge adulte avec nettement moins de difficultés que les autres. Peut-être, juste pour revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, la notion de différence à la norme, vous l'avez bien dit toutes les deux, ce n'est pas une pathologie. Ça fait toujours du bien de le rappeler, parce qu'encore en 2013, il y a des psychiatres qui proposent des neuroleptiques pour le trouble HPI. Ça a été entendu encore cette année. Donc ça existe, et ce n'est pas l'apanage des psychiatres, il y en a dans tous les corps de métier, mais ça peut encore être compris en ces termes-là. En gros, quelle est l'utilité de l'étiquette? C'est-à-dire, quelle est l'utilité de dire, voilà, identifier qu'une personne est surdouée ou pas, non pas pour cloisonner, non pas pour enfermer la personne dans une identité, justement, un fonctionnement forcément pathologique, mais pour bien distinguer ce qui est anormal, encore une fois. Enfin, la notion de norme est anormale, c'est-à-dire qu'il y a la normalité au sens statistique, c'est pas la même chose que la normalité au sens non pathologique, et comment on sort de ce truc-là? Alors, effectivement, moi, c'est quelque chose qui me parle particulièrement, qui oriente aussi à la fois ma recherche et mon travail en cabinet. Et donc, on avait parlé de l'article que j'avais écrit qui s'appelle « Double défi de l'accompagnement de l'adulte surdoué ». Le double défi, pourquoi? C'est premièrement pour un adulte qui est surdoué de visiter la case surdoué. Voilà, c'est quoi les caractéristiques? Ce sont quoi les caractéristiques surdouées? Qu'est-ce qui fait que, effectivement, il est normal, entre guillemets, que je me sente anormal. Voilà. Après, l'objectif, ce n'est pas de rester dans la boîte. Surdoué, qui a des problèmes de rapport à la norme, qui n'arrive pas à être normal, etc. L'objectif, c'est de sortir de cette étiquette-là, pour trouver son propre référentiel et sa propre motivation. Quand je parle de propre référentiel, je fais du coup référence au fait que nous avons tous une relation à la norme, nous savons tous ce qui doit être fait, ce qui doit se penser. Il y a des théories qui sont ensemble. Michel Foucault a beaucoup travaillé sur ce sujet, le rapport à la norme, justement. Et en fait, cette relation à la norme est particulièrement sensible chez la personne surdouée, parce qu'en fait, ses qualités de perception, son discernement à mesurer des différences, tout ça lui signifie avec beaucoup de précision combien éloignée elle se trouve de la norme pour certaines choses, pour certains comportements. Donc le travail, ça va être de l'amener à ne plus se questionner sur la distance qu'elle a par rapport à cette norme, mais par contre de trouver ce qui est bien pour elle et ce qui la fait se sentir vivante.
Oui, tout à fait. L'étiquette est utile, mais elle n'utile qu'un temps. Je dirais qu'elle sert éventuellement à une certaine reconnaissance de soi. Mais de façon idéale, et je sais que ça peut troubler certaines personnes, l'important lorsqu'un travail s'accomplit de manière positive, c'est aussi quand la personne n'a plus besoin de cette étiquette pour pouvoir fonctionner et fonctionner confortablement. Au départ, la personne a besoin de mettre un mot sur cette différence. Alors, on sait qu'il y a pas mal d'étiquettes d'ailleurs, on peut choisir. Hein. Aujourd'hui, il y a haut potentiel, il y a surdoué. On ne peut pas parler d'adulte précoce parce que je ne sais pas à quel point on peut être en avance en tant qu'adulte. Mais il y a des pathologies dans lesquelles voilà, tout à fait. Mais même, je dirais, sur un plan clinique et par rapport aux différentes pathologies psy, mettre une étiquette n'a jamais rien résolu. Je dirais même que parfois ça aggrave le symptôme. Parce que la personne a le sentiment que cette étiquette l'enferme une fois pour toutes dans un mode de fonctionnement. Donc, comme pour moi un adulte surdoué n'est pas simplement un chiffre de QI, je trouve important lorsque les personnes viennent en consultation de reprendre avec eux peut-être ces points de personnalité dans lesquels ils se sont retrouvés, de voir quels sont les points essentiels de leur fonctionnement qui leur donnent ce sentiment d'appartenir à ce groupe. Certains voudront attester, d'autres ne voudront pas attester, et on en parlera après. Mais l'étiquette, pour moi, n'est qu'un temps dans la consultation que j'espère pouvoir dépasser relativement rapidement. Ce que j'entends, c'est que ça permet de prendre du recul par rapport à ce dont vous parliez tout à l'heure, de questionnement finalement qui ne trouve pas de fin. Là, ça permet de prendre ce recul-là pour se rendre compte qu'effectivement, on n'est pas fou, on n'est pas malade, qu'on est juste différent, et qu'à partir de là, on va chercher dans sa propre singularité un fonctionnement qui convient, qui nous convient. Oui, tout à fait. Alors, il y a quand même l'étape qui consiste, je disais, à visiter la boîte avec l'étiquette surdoué dessus. Hein, c'est-à-dire que, effectivement, ça termine, ça peut finir le questionnement par rapport à la normalité. L'objectif étant de ne pas développer toute la symptomatologie, entre guillemets, du surdoué en souffrance. Parce que ça arrive. Quand on se réfère à tous les livres, effectivement, qui sortent, la personne qui, elle va plutôt bien, qui a des soucis, peut consulter, se dit mais finalement moi je ne me retrouve pas du tout dans ces caractéristiques de souffrance-là et j'ai pas envie de les études, donc je ne suis pas concernée par ça. Donc là, ça c'est quelquefois une difficulté aussi pour ces personnes de se reconnaître dans des caractéristiques qui sont considérées comme étant plutôt aiguës, je dirais, ou en tout cas qui posent difficulté à nombre de personnes, mais pas forcément à elles. Leurs difficultés peuvent se trouver ailleurs. Donc, pour ne pas... l'objectif, en fait, c'est de ne pas les enfermer dans une autre boîte qui pourrait aussi les maltraiter. Oui, par l'étiquette. Il y a des degrés différents et des causes différentes de souffrance pour l'adulte surdoué. Et je dois dire qu'en consultation, vous pouvez aussi avoir des adultes qui, aux yeux du monde, ont brillamment réussi, qui ont fait de magnifiques carrières, vous les recevez, ils ont la cinquantaine, et ils ne sont pas heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression d'être passés à côté de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué une recette qui leur a permis en apparence de réussir, mais ils se retrouvent dans un fonctionnement qui n'a pas de sens profond pour eux, qui ne donne pas sens à leur vie. Donc cette souffrance est particulière parce que c'est celle d'adultes qui ont déjà franchi d'autres étapes, qui ont appris les règles, les codes, qui les ont plus ou moins bien respectés. Ils ont même été récompensés pour les avoir respectés. Et il y a ce creux, ce vide. Est-ce qu'il n'y a que ça? En anglais, c'est is that all there is? Comment est-il possible que dans la vie, il n'y ait pas plus? Cette question, c'est vrai, on se la pose plus facilement à 40 ans, à 50 ans ou après, parce qu'il y a déjà un temps derrière où les rêves d'une réussite absolue ont été laissés de côté. Justement, je pensais peut-être qu'on pourrait revenir sur cette notion d'adulte surdoué en difficulté. Donc, on rappelle que ce n'est pas un passage obligé, qu'on peut être un adulte surdoué et ne pas avoir tant de difficultés que ça. Il y a aussi ceux qui sont reçus dans vos cabinets, et il y a aussi tous ceux qui ne sont pas reçus, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont surdoués, parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils sont en hôpital psychiatrique sous divers diagnostics, parce qu'ils sont plus là, parce qu'ils ont préféré se suicider. Il y a aussi tout cela. Alors, d'ailleurs, je voulais poser une question par rapport à ça. Combien il y a de soignants dans la salle? Psychologues, infirmiers, psychiatres, médecins? Ah, c'est super. Parce qu'on avait posé la même question l'année dernière, il y avait une conférence, il n'y avait pas une main qui s'était levée. Donc je suis très heureuse qu'il y en ait dans la salle. Ça montre bien aussi qu'il y a de la bonne volonté de tous les côtés. Mais
On a parlé tout à l'heure d'erreurs de diagnostic, on a parlé de maltraitance finalement du système institutionnel, que ce soit le système scolaire, le système de santé. Il y a finalement une incompréhension et une relative intolérance de la société vis-à-vis de la différence, et pas spécifiquement la différence, hein, toute différence. Justement, les difficultés des adultes surdoués, à quoi elles sont dues, à quoi elles peuvent être dues, d'où elles viennent. Est-ce que c'est un truc intrinsèque, quand on est surdoué, on va forcément rentrer, se prendre dans la figure ces difficultés? Est-ce que c'est notre société qui doit aussi être moins violente par rapport à ça? Je ne sais pas. J'ai envie de dire que tout dépend déjà du parcours de l'enfance et de l'adolescence. Si la personne a été, je dirais, suffisamment reconnue, si elle a vécu de façon positive ses traits de personnalité, son mode de fonctionnement, son mode de pensée, on va avoir nettement moins de souffrance, bien évidemment. La souffrance peut prendre des masques très différents. Mais je dois vous avouer une chose, c'est que j'ai oublié votre question. Alors, si vous pouvez me sauver. C'est vrai que la question était un petit peu longue. L'idée, c'était surtout à quoi sont dues les difficultés. Est-ce qu'elles sont intrinsèques? Est-ce qu'elles sont dues... En gros, parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas un handicap. Oui, mais les personnes, on a parlé aussi qu'elles disaient, elles ressentent comme un boulet. Leur dent, c'est un boulet qu'elles traînent derrière elles. Est-ce que ce boulet, c'est parce qu'intrinsèquement, c'est un boulet, ou est-ce que c'est parce que la non-reconnaissance, c'est encore très long, hein? Pour moi, il faut être deux. Il faut être deux pour avoir des problèmes, parce que tant qu'on est seul, on est d'accord avec soi-même et on est plutôt bien. C'est lorsque la relation va échouer, lorsque notre désir de convaincre l'autre, notre désir de réussir dans un certain projet va échouer, qu'à ce moment-là, nous allons bien évidemment prendre conscience et nous allons souffrir. Donc on va à nouveau reparler, mais ce sera tout à l'heure, de l'importance, au-delà du QI, de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence relationnelle pour l'adulte surdoué. Parce que ce n'est pas tout d'être un génie, il faut aussi pouvoir montrer dans un domaine ce qu'on est capable de faire et pouvoir le faire reconnaître par les autres. Si on le fait sur son île déserte, il est évident que ça sera certainement moins satisfaisant. Pour ma part, j'ai des affinités avec une approche thérapeutique qu'on appelle thérapie narrative qui consiste à circonscrire le problème comme étant une émergence liée à un contexte socioculturel dans lequel l'individu évolue. C'est-à-dire que si le contexte socioculturel n'était pas le même, le problème ne serait probablement pas là. Quand on prend par exemple, si on considère dans notre société occidentale le problème de la schizophrénie, ça pose un problème dans la société dans laquelle on vit, peut-être d'avoir un schizophrène non diagnostiqué, non soigné. Voilà. En tout cas, c'est considéré comme étant anormal, alors que dans un autre type de société, prenons des sociétés qui sont plus orientées vers, qu'on va considérer comme primitives. Après, c'est tout à fait contestable, de mon point de vue en tout cas. Mais en réalité, la personne qui va présenter une neurobiologie qui va être proche de celui du schizophrène ne va pas être considérée comme quelqu'un d'anormal. Ça va être quelqu'un qui est privilégié et quelqu'un qui a des dons. Donc on voit bien que c'est le contexte socioculturel qui favorise aussi l'émergence de l'histoire qu'on se raconte d'avoir un problème. Je dirais même que le contexte socioculturel est très important pour pouvoir parler de douance, pour pouvoir parler d'intelligence. C'est une conférence que j'avais l'occasion de faire pour le World Council, qui était de montrer que la façon dont l'intelligence et le fonctionnement de l'enfant ou de l'adulte surdoué est accueilli, et la façon, je veux dire, quel type d'exercice, quel type d'intelligence va être valorisé, va pouvoir s'épanouir dans une société et être reconnu. Donc le contexte socio-culturel est important simplement déjà sur un plan psychologique, mais il va être aussi très important sur un plan plus social, sur un plan plus sociologique, et les deux dimensions doivent être prises en considération. Peut-être pour aller un petit peu aussi dans cette notion de difficulté ou de passage de la vie, on ne parle pas beaucoup déjà des adultes surdoués, mais alors encore moins des adultes surdoués qui avancent en âge, plus âgés. Est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils ont des difficultés? Que deviennent-ils? Où sont-ils? Ça me permet de vous parler de ma mathématicienne de 82 ans. J'ai rencontré, grâce à mon livre, des personnes absolument extraordinaires. Je n'ai pas mieux, hein. Je vous l'envoie. Vous me donnez votre adresse, je vous l'envoie. J'ai rencontré des personnes de tous horizons. C'est-à-dire que j'ai vu des agriculteurs, des professeurs d'université, des religieux,
des personnes qui étaient auto-entrepreneurs et qui avaient fait de multiples tentatives dans leur vie. J'ai rencontré des personnes de tous âges et je dois dire que ma doyenne est une femme qui a plus de 80 ans, qui est vraiment une grande mathématicienne, qui a vécu dans un contexte familial où on n'a jamais reconnu sa douance. Ses parents étaient instituteurs et ils considéraient qu'en tant qu'instituteurs, ils avaient la réponse à tout. Je n'attaque pas les instituteurs, hein. Mais quand elle a passé la grecque de mathématiques, quand elle a fait un doctorat en mathématiques, quand elle a écrit ses bouquins, ses parents ne l'ont jamais prise au sérieux. Un jour, à 80 ans, elle ouvre un bouquin sur les adultes surdoués et elle dit « mais peut-être que ça me concerne ». Et elle est venue me voir. Pour moi, il n'y a pas d'âge pour se poser la question de qui suis-je, qu'est-ce que j'ai fait, comment puis-je utiliser encore aujourd'hui ces qualités qui sont les miennes. Bien évidemment, à chaque âge, des attentes et des possibilités de réalisation différentes. Mais si vous regardez notre société aujourd'hui, même les rockers à 60 ans font tous un comeback et considèrent que l'âge ne doit pas être quelque chose qui doit nous arrêter. Donc, je n'ai pas l'intention d'écrire un livre sur les surdoués du 3e âge ou du 4e âge, mais il y a vraiment un bouquin à écrire là-dessus. Moi, je voulais faire référence à une citation d'Elisabeth Kubler-Ross qui, elle, dit « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie ». Ça veut dire que quel que soit l'âge à laquelle on se pose la question du HPI, du surdon, et que l'on se découvre comme ayant ce profil-là, ça change beaucoup de choses pour le reste de la vie. C'est-à-dire que ça peut bousculer tel un tsunami la personne pendant une certaine période parce qu'elle va revisiter tous les pans de sa vie qui ont été colorés d'une certaine façon et elles vont les voir avec une autre couleur. Donc elles vont à la fois déconstruire et reconstruire à nouveau une histoire. Elles peuvent se raconter quelque chose qui les vivifie, qui les fait se sentir vivantes, de façon à pouvoir envisager le reste de leur vie comme quelque chose d'extrêmement précieux et qu'elles vont engager d'une manière complètement différente de la façon dont elles ont vécu les jours précédents, les jours, les mois, les années précédentes. Vous avez raison, vous parlez de vivifier. Moi, j'aurais aussi envie de dire ça permet de faire la paix avec soi-même. Parce que ces adultes, de façon assez étonnante, grâce à leurs multiples pensées et interrogations sur eux-mêmes, parfois pratiquent une sorte d'auto-torture. Il y a la petite voix intérieure, la petite voix qui critique, la petite voix qui questionne, la petite voix qui peut induire une position aussi dépressive, surtout lorsque la personne a eu du mal à trouver une place positive, soit dans le monde professionnel ou tout simplement dans ses relations avec les autres. Donc justement, à propos de la petite voix, moi j'ai un petit truc que je donne, qui m'a été donné par un psychanalyste que j'ai fréquenté par le passé, qui me disait, écoutez, quand vous êtes branché sur Radio Moi, Radio Plainte, Radio Saboteur, Radio Sabotage, Radio Tout va mal, vous prenez le bouton et vous faites off. Donc pour faire off, vous dites stop. Et vous dites stop jusqu'à ce que la voix se taise. Alors peut-être que c'est... Ça marche. Ça marche. Un petit truc à tester pour toutes les personnes concernées. On a vu ce matin aussi que le haut potentiel ou la douance, c'est à la fois ça crée de la vulnérabilité puisque la personne est plus sensible, se prend les difficultés de façon plus intense, et en même temps on a aussi parlé de résilience, on a aussi parlé du coup de ressources et de ressources à mettre en œuvre pour aller bien, pour bien vivre sa vie. Mais comment faire? C'est-à-dire concrètement, il y a beaucoup d'adultes qui se disent voilà, je passe le test, je découvre, je me redécouvre, et après concrètement, qu'est-ce que je fais? Qui peut m'aider? Quelle aide chercher? Alors, il n'y a pas de réseau institutionnel pour les adultes qui prennent ça en charge, mais on a vu un peu qu'il y avait différentes professions ce matin qui pouvaient aider, qui pouvaient venir en aide, y compris aux adultes. Donc il y a les psychothérapeutes, psychologues, psychiatres, il y a tout ce qui est aussi psychomotricité qu'on a vu ce matin. Comment en fait bien vivre cette différence? Comment arriver à harmoniser, à équilibrer les choses? Quelles aides on peut trouver? Alors pour moi, la question ne se pose pas à partir du test. Dans les faits, de manière idéale, il serait important qu'un adulte qui se pose des questions sur lui-même ou qui s'interroge sur une douance possible ait d'abord la possibilité de parler avec quelqu'un. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre la source des questions, l'attente de la personne. Aller simplement voir quelqu'un pour passer un test et s'entendre dire qu'on a 130 et plus de QI ne va certainement pas répondre à toutes les attentes.
Ça donne un chiffre, et bon, et après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, plutôt que de tester systématiquement un adulte, je trouve qu'il est important que l'adulte ait d'abord la possibilité de s'interroger sur lui-même. Pourquoi fait-il cette démarche? Est-ce qu'un test pourrait avoir un sens pour l'adulte? Car certaines personnes n'ont vraiment pas besoin d'être testées et d'autres en ont besoin. Donc le test n'est qu'une étape dans un certain parcours. Et le test doit être un temps aussi de restitution qui permet à la personne, au-delà de son QI, de voir comment il ou elle peut intégrer ses atouts dans son fonctionnement aujourd'hui. Car nous pouvons avoir des forces que nous ignorons et les découvrir peut nous permettre de rajouter quelque chose à notre fonctionnement ou voire de s'engager dans une nouvelle voie. Il y avait aussi la piste ce matin de réinvestir le corps en fait, c'est-à-dire justement peut-être d'équilibrer ces différentes formes d'intensité pour aller vers un travail, je ne sais pas, en psychomotricité. C'était peut-être aussi une des pistes. Une question aussi que je voulais poser à Catherine, parce qu'elle travaille aussi avec d'autres professionnels, et c'est peut-être une question aussi pour d'autres personnes, je ne sais pas, c'est comment sensibiliser les professionnels. Du coup, on a parlé de comment sensibiliser la maîtresse, le maître à l'école, l'institution scolaire, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire pour les médecins, les psychiatres, les médecins généralistes, toutes les personnes qui sont dans le soin. Oui, moi j'en parle. J'en parle, le fait effectivement qu'il y ait cet ouvrage qui est paru avec un article. Moi je connaissais, qui ne connaissait pas à la fois cette spécificité dans mon travail et cette caractéristique personnelle que je pouvais avoir moi, finalement m'ont regardé peut-être d'un autre œil et viennent effectivement me demander parfois des renseignements, des indications, ou savoir comment faire. Peut-être adresse aussi les patients qui peuvent avoir avec lesquels ils rencontrent des difficultés. Moi, je crois que l'information, c'est quelque chose d'important. La sensibilisation à ces difficultés. Alors, la difficulté, ça va être là de dire comment est-ce qu'on présente, comment on peut présenter aux professionnels de santé les choses de telle manière qu'à la fois, ils n'y mettent pas un diagnostic auquel ils seraient habitués à poser. Alors, on va avoir bipolaire, enfin, tous ces diagnostics qu'on peut poser, là, on ne peut pas parler à la place des psychiatres, mais on pourrait identifier en fonction de la spécialité, de ce qu'on a, de la préférence que l'on peut avoir en tant que psychiatre pour telle ou telle pathologie, parce qu'on est à l'aise dedans, on pourrait tenter de diagnostiquer une personne et du coup de ne pas forcément penser à la piste du haut potentiel intellectuel. Donc la difficulté pour pouvoir parler, pour transmettre de l'information, c'est à la fois de ne pas rentrer dans une qualification trop précise qui pourrait orienter vers une pathologie, mais d'orienter, de donner des clés pour que ça puisse être repéré comme quelque chose d'un peu différent de ce qui est là présentement, enfin de ce qui est présent pour les psychiatres ou les psychothérapeutes ou les psychologues habituellement. Voilà, c'est cette notion d'arriver à comment arriver à donner un discernement qui ne soit pas axé sur ce qu'ils ont l'habitude de faire habituellement. Si, tout à fait. Orienté sans pathologiser. Voilà. J'ai envie de provoquer un petit peu et de dire, en fait, est-ce qu'il faut vraiment que la douance soit une question pour les personnes de santé ou de santé mentale? Lorsque les symptômes, bien évidemment, induisent une souffrance, induisent un fonctionnement qui reste et source de souffrance et empêche de vivre de façon positive, oui, ça entre dans le domaine de la santé mentale, mais l'information me paraît importante parce que ce n'est pas seulement à aborder comme une autre pathologie. Je veux dire, on n'est pas surdoué comme on est diabétique ou comme on est schizophrène. On est surdoué et on peut vivre de façon tout à fait normale sa vie. Donc l'information reste quand même la chose la plus importante. Je crois beaucoup à l'écrit, c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai écrit ce fameux livre sur les adultes surdoués. Et ce qui m'a amusé, c'est que certains adultes m'ont dit qu'à l'heure du déjeuner, ils allaient à la FNAC, ils prenaient le livre, ils tournaient les pages, ils en lisaient quelques pages et ils le remettaient parce qu'ils avaient honte de passer à la caisse si jamais la caissière... déjà, quand la personne l'aborde comme ça, c'est qu'elle pense qu'elle va être perçue de façon négative. Et plus l'information circule, plus la personne va dédramatiser son intérêt pour la douance et la possibilité d'échanger avec l'autre et d'en parler. Une des principales difficultés quand même dans la communication aux professionnels de santé, ou en tout cas d'accompagnement, ce sont les a priori et les préjugés. C'est-à-dire que ce qu'Anaïs relatait ce matin à propos de la réponse qui lui avait été faite sur le fait que c'était une invention des parents, pour les enfants par exemple,
Moi, ça m'était arrivé de consulter, quand ils me disent, j'en parlais à Cynthia, donc nous sommes bien d'accord, les adultes surdoués n'existent pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit les enfants précoces, parce que ça s'arrête. Voilà. Mais encore une fois, c'est comme ce qu'on a vu ce matin, enfin tout à l'heure, parfois les plus dangereux ne sont pas ceux qui ne savent pas, mais ceux qui croient savoir, qui ont épuisé le problème. Et quand je parlais de professionnels de santé, c'est pour ceux qui ne vont pas bien, justement, qui présentent des symptômes, à un moment donné, ils peuvent aussi errer dans des erreurs de diagnostic, ça y en a beaucoup, mais aussi dans des pathologies qui sont identifiées, mais pour lesquelles on n'identifie pas que cette personne a besoin d'un accompagnement spécifique. Et c'est clair qu'on parlait aussi ce matin de la relation thérapeutique, où Perrine Vandame nous disait que face à un patient à haut potentiel, elle ne peut pas se positionner de la même façon. Il n'attend pas la même chose de la relation thérapeutique. D'où l'intérêt, même pour une question de justice sociale, d'équité, voilà, que ces personnes-là, elles existent. Elles ont aussi besoin d'avoir des soins qui soient adaptés à leur fonctionnement atypique. Oui, c'est vrai, clairement, mais par contre, c'est des personnes que moi je ne croise pas dans mon cabinet parce qu'elles sont prises en charge par d'autres structures. Est-ce que je pense que l'heure tourne dangereusement. Et je voudrais qu'on laisse beaucoup de temps pour les questions parce que je pense qu'il y en aura beaucoup. Est-ce que vous voudriez rajouter quelque chose déjà sur ce qu'on a vu ou sur quelque chose de... Il y a plein de choses tellement importantes, je pensais à la différence de genre, enfin, il y a plein de choses. Mais... Il y a un message très important que j'ai envie de donner. C'est que, puisqu'on a parlé d'âge, on a parlé de conditions, d'accompagnement, on sait qu'il existe différentes possibilités d'accompagnement. Certaines personnes... vont tout de suite dire si je n'ai pas réussi à 18 ans, si je n'ai pas pris le bon chemin, aujourd'hui c'est trop tard. Il est vrai qu'on vit dans un pays où les études, certains diplômes vont créer des citoyens de première classe et des citoyens de deuxième classe. Je trouve ça absolument dommage et regrettable. Et je tiens beaucoup, et c'est peut-être parce que j'ai vécu aux États-Unis un certain nombre d'années, mais je tiens beaucoup à penser qu'il est absolument essentiel qu'une personne ne s'interdise pas, quel que soit son âge, de vouloir réussir. Il n'y a rien de, je dirais, de péjoratif dans cela. Et j'avais résumé l'année, je ne sais pas, je vais radoter, mais j'avais envie de vous dire l'année dernière qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Hein. Si je dois donner un conseil aux adultes surdoués, je dirais qu'il doit se poser 3 questions. S'il a envie que ça marche bien, le premier, c'est quelles sont mes forces. Si je ne les connais pas, que quelqu'un m'aide. Il y en aura d'autres qui me diront « tu es super en informatique, alors toi, pour résoudre des problèmes, tu es absolument exceptionnel ». Écoutez ce que les autres vous disent, mais écoutez aussi ce que dans votre fort intérieur, vous analysez comme vos forces. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir. On oublie tout le temps le plaisir n'a pas à être quelque chose de coupable. Dans la vie, lorsque nous effectuons des choix professionnels ou même des choix de vie, il est important de tenir compte de ce qui peut nous rendre heureux et de ne pas seulement faire des choix en fonction de ce qui est bien et de ce que les autres nous ont dit être bien. Et mon troisième point, c'est qu'est-ce qui a du sens pour moi? Parce que c'est bien beau de s'amuser, mais on a quand même besoin d'un peu de substance. Et c'est une question qui est très difficile de trouver en fait ce qui pour nous a du sens et va donner du sens à notre vie. Et ça, on peut le faire au travers de tous les métiers. Vous êtes boulanger, vous servez à nourrir des personnes, vous apportez quelque chose qui est fondamental dans le plaisir de la journée. Vous êtes philosophe, vous aidez les autres à penser. Vous êtes dans quel que soit notre exercice professionnel, l'important c'est que nous ayons la perception de comment nous pouvons apporter notre grain de sable à cette vie et à la vie des autres. Voilà mes recommandations. Notre recette pour le bonheur, réussir sa vie, on rappelle que ce n'est pas selon des critères socio-professionnels, hein, c'est réussir sa vie en fonction de son propre référentiel. Je n'ai pas de recette pour le bonheur, malheureusement. Et puis Monique a bien expliqué, effectivement, a donné certaines pistes qui sont à explorer. Moi, j'avais, alors ce sera le mot de la fin sans doute pour moi, j'avais envie de rebondir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure autour de la sensibilité. La sensibilité, et ça peut être une piste vraiment pour pouvoir aussi accéder à une autre forme de bonheur que celle qui est peut-être envisagée jusqu'à présent. La sensibilité ne doit jamais être envisagée comme une faiblesse. Ça, c'est vraiment important de bien l'avoir en tête, parce que ce que les personnes qui sont hypersensibles, par exemple, se reprochent, c'est de ne pas savoir faire face aux situations.
Or, en réalité, pour faire face à des situations tous les jours, quand on est hypersensible, quand on a une hyperperception, il faut beaucoup de force. Donc, si l'entourage vous dit « tu es faible » ou tu es hypersensible, donc tu es fragile », vous n'êtes pas obligé d'acquiescer. Vous pouvez dire « ok, oui, je suis sensible, oui, j'ai des hyperperceptions, oui, je peux sembler vulnérable, mais en réalité, je suis vulnérable et en même temps, je suis très fort à la fois. » L'enjeu, c'est comment cultiver une saine dose d'anticonformisme dans le meilleur respect de sa singularité, quoi. Pour être mieux avec les autres, on se doit d'abord de respecter soi-même, son fonctionnement. Oui, tout à fait, et ne pas se laisser enfermer dans l'interprétation qu'on peut porter sur vous. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on peut ouvrir un temps pour les questions, mais déjà merci vraiment à nos intervenants qui, malgré des approches finalement et des très différentes, aboutissent à des conclusions qui ont du sens quand même, un sens partagé. Enfin pour moi en tout cas, pour vous aussi j'espère. Bon, je démarre, je demande un droit de réponse de la professionnelle de santé. Un grand merci pour ce dialogue à trois, d'une richesse et d'une finesse. Enfin, vraiment, vous vous êtes accordés toutes les trois, c'était génial. Ça ouvre plein de portes, vraiment génial. Donc ça continue à faire du... C'est bon ? D'accord. Donc vraiment génial. Et on a fait tout ça sans répétition. Mais c'est ça le pire. Mais c'est ça le plus dingue, c'est que j'ai bien vu que vous vous accordiez, mais c'était parfait, un joli ballet, quoi, voilà. Donc ça c'était, voilà. Bon, donc moi en tant que psychiatre, c'est toujours la même question, je vous l'ai déjà dit ce matin, les psychiatres, ils sont nuls, etc. Voilà, ils en ont compris, ils le sont souvent, ils ne le savent pas, ils ne le savent pas eux-mêmes. J'ai l'impression que se rejoue pour des gens face à l'éducation, face à la psychiatrie, la même chose en fin de compte que ce qui s'est joué dans l'enfance s'ils n'ont pas été détectés ou s'ils n'ont pas, voilà. Sauf que quand on est enfant, on attend du regard des parents de renvoyer une image, et que quand on est adulte, la difficulté c'est qu'il faut en effet avoir quelqu'un quelque part qui renvoie une image de ce qu'on est ou de ce qu'on est en train de découvrir de ce qu'on est, et que c'est pas forcément la personne, le professionnel de santé duquel on peut attendre ça. Donc je crois qu'il faut trouver une autre aide, soit une personne de l'entourage, amie, etc., soit un autre, un gourou, enfin peut-être pas un gourou, mais bon, n'importe ce que vous voulez, mais non, je dis des bêtises, hein, évidemment. Mais voilà, il faut trouver une autre aide, il faut trouver des aides dans l'entourage de personnes qui renvoient à ce regard positif, et justement pour pouvoir après aller un peu affronter un peu le mammouth de la santé mentale comme le mammouth de l'éducation, et diffuser une information. Et je crois que c'est super important. Et en ça, Mme de Kermalek, je ne suis pas d'accord avec vous. Je crois qu'il faut le dire. Alors, il ne faut pas le clamer, évidemment, parce que les psychiatres, en plus, vous savez, c'est des médecins, donc il ne faut pas les ébranler trop, ils ne connaissent pas, donc on ne va pas leur dire qu'il y a un truc qu'ils ne connaissent pas. Il ne faut pas le clamer, mais je pense qu'il faut le dire petit à petit, parce que sinon, ça ne va pas avancer, quoi. Donc, voilà. Mais encore merci. Lorsque vous parliez d'un autre qui pouvait aider, j'allais simplement dire, vous avez déjà une réponse, il y a des associations qui permettent aux personnes de se retrouver, d'échanger et de consolider une identité avec des personnes qui ont vécu la même chose, mais qui, comme eux, s'informent et donc peuvent les aider à construire une identité. Après, bien sûr, il y a une démarche thérapeutique, il y a toutes sortes de possibilités. Merci en tout cas de rappeler l'importance du tiers qui reconnaît. Hein. Ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est reconnu dans sa singularité par un tiers qui lui-même peut être, je dirais, être habité ou avoir été habité par les mêmes caractéristiques qui faisaient problème, la reconnaissance d'un autre, pareil à soi, enfin pareil autant que ce soit possible, c'est vraiment très important et très structurant, et ça peut représenter une ressource très importante pour la personne qui va cheminer sur une psychothérapie par exemple. Je vais m'éloigner du haut-parleur. Merci beaucoup. Pour répondre à une question qui avait eu lieu tout à l'heure, je pense que c'est très important de se faire dépister, même quand on a 40 ans, ça permet de régler beaucoup de problèmes, ou du moins de petites difficultés, de comprendre beaucoup de choses de son passé. En tant que cadre, je peux vous dire que la sensibilité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour gérer ses agents. C'est un plus énorme pour faire de l'empathie. Par contre, une des difficultés que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai un agent qui est clairement surdoué, qui a ses difficultés, son brouillon embrouille un petit peu tout le service,
Et par contre, il refuse complètement cette situation. Il refuse de lire des livres là-dessus. Et voilà, j'aurais aimé le faire avancer, mais je suis sur un échec là-dessus et j'aurais voulu avoir votre avis. Mais je pense que ça s'applique aussi à des gens de la famille où on sent qu'il y a quelque chose et puis ils refusent complètement le statut, même l'idée même qu'ils pourraient être surdoués. D'autant plus qu'on est sur des gens qui ont 40-50 ans et qui se sont fait complètement détruire par l'éducation, qui sont à un niveau voilà, qu'ils auraient souhaité autre. Là, pour moi, ça me semble difficile de faire aller dans une démarche sans avoir débusqué ses peurs. Hein. Donc, une des pistes, ça pourrait être de lui demander, voilà, qu'est-ce qui se passerait pour toi si jamais il s'avérait que tu serais surdoué, que tu es surdoué. Quelles sont les craintes que tu as? Qu'est-ce que tu risques de perdre? Voilà, qu'est-ce que ça changerait pour toi? À partir du moment où cette personne va pouvoir identifier les craintes précisément et circonscrire les craintes qu'elle a, elle peut décider ou pas d'explorer ou pas. Oui, et puis cette personne pourrait peut-être aussi vous lancer un défi et vous dire, mais pourquoi veux-tu absolument que je reconnaisse que je suis surdouée? Est-ce que ça nous permettrait d'avoir une autre relation, une relation de meilleure qualité ensemble? Et à ce moment-là, je crois qu'il y a un dialogue positif qui pourrait se poser. Donc, si vous arrivez à comprendre effectivement pour quelles raisons il y a un tel refus, qu'est-ce que ça représente pour lui que cette étiquette, après, il va falloir que vous voyez aussi pourquoi il ne veut pas que quelqu'un le lui dise. Alors, vous ne pouvez pas faire sa thérapie, vous ne connaissez pas le contexte familial, mais ce serait intéressant de savoir pourquoi il refuse ces mots. Peut-être on peut prendre plusieurs questions comme on avait fait tout à l'heure, ça permettra de... Je voulais rebondir sur ce que disait Madame Vandamme sur le fait d'être avec un tiers qui reconnaît et quand on a besoin d'aide en tant qu'adulte, de chercher quelqu'un qui connaît en tant que thérapeute l'adulte à haut potentiel. Parce qu'on peut être trimballé pendant 10 ans, 20 ans avec divers thérapeutes sans jamais avoir de réponse à ces questions, et tant qu'on ne sait pas. Et puis un jour, au bout de 20 ans, on dit « mince, c'était ça, j'ai jamais eu de réponse à mes questions. » Parce que l'adulte qui était en face de moi, ben, il ne connaissait pas. Donc une fois qu'on le connaît et qu'on a besoin d'aide, il faut dire « est-ce que vous connaissez aussi le monde de l'HP ?» Parce que sinon, c'est pas la peine. Je pense que, voilà. Et c'est vrai que dans le monde des soignants, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, je suis soignante aussi, mais et il m'arrive de pointer le doigt sur quelque chose, mais c'est vrai que c'est rare. C'est rare. Bien, merci pour cette journée. Sur la vingtaine de personnes qui sont intervenues à la tribune, il y a eu un seul homme. Je me dis, tiens, c'est bizarre. D'habitude, c'est le contraire. Oui. Alors, est-ce que... C'était un remplaçant. Non, dans la salle. Est-ce que les surdoués sont plus nombreux chez un sexe par rapport à l'autre? Et puis deuxième observation, c'est par rapport à l'école. L'école est obligatoire, mais j'ai tombé par hasard sur un livre d'André Stern. Je ne suis jamais allé à l'école. Et pourtant, il a réussi sa vie. Pourquoi ne pas favoriser des expériences, enfin favoriser ou simplement laisser faire des expériences comme celle-là? Bonjour. Moi, la question que j'avais, c'était concernant ce que vous disiez tout à l'heure. Pour apprendre à mieux se connaître, vous parliez de 3 questions importantes auxquelles il fallait répondre, qui étaient quelles sont mes forces, qu'est-ce qui me fait plaisir et qu'est-ce qui a du sens pour moi. Vous avez dit pour la première qu'on pouvait aussi s'appuyer sur le regard de ses proches, enfin, des gens qui nous entouraient, et pour les 2 autres, quand on s'est un peu coupé de soi et qu'on ne sait plus trop bien où on en est, comment on fait pour retrouver cette sensation du plaisir et de ce qui nous correspond vraiment, comment on arrive à se reconnecter à ces désirs profonds, parce qu'on peut aussi avoir un peu l'impression à des moments que même quand on a ce diagnostic de surdoué, voilà,
quel que soit le terme qu'on lui donne, on peut avoir aussi à un moment l'impression un petit peu qu'on essaye aussi de coller à cette nouvelle image et de dire, ben voilà, je suis surdouée, cette émotivité, elle vient de là, mais ça donne pas forcément, enfin voilà, ça donne pas forcément des réponses pour... Vous avez raison de poser ces questions parce que dans les faits, la formule paraît simple, mais répondre réellement à chacune de ces questions est très difficile. Surtout savoir ce qui fait plaisir, surtout si on a atteint un point de fonctionnement où on s'est déprimé, dévalorisé, déprimé, demander à un dépressif ce qui lui fait plaisir, il aura beaucoup de mal à vous le dire, même en cherchant très sincèrement et en cherchant longtemps. Et c'est peut-être une des questions qui parfois motive justement une démarche auprès d'un thérapeute, auprès de quelqu'un qui pourra aider la personne à sortir de cet état dépressif et à pouvoir enfin reprendre contact avec et les petits plaisirs et les grands plaisirs de la vie. Quant à la question de quelles sont mes valeurs, je suis à nouveau d'accord, il est très difficile d'y répondre, d'autant plus que les valeurs fondamentales, nous pouvons les avoir depuis tout petit, mais ça ne veut pas dire que on ne doit pas aller plus loin pour savoir comment nous voulons orienter notre vie. Et cette réflexion demande un travail sur soi, un travail d'introspection, certes, mais il y a certains points que nous ne pouvons pas dépasser tout seuls, où nous avons des points aveugles, tout simplement, et où nous avons besoin de l'aide d'une personne extérieure pour que celle-ci nous accompagne et nous permette de trouver en nous, non pas qu'elle nous donne notre réponse, là ce serait absolument faux, il faut qu'elle nous aide à trouver en nous ce avec quoi nous avons perdu contact. Pour moi, c'est l'objectif même de la thérapie ou de toute analyse. C'est d'autant plus important que la relation à autrui étant fortement altérée, la bulle thérapeutique permet aussi de réparer ça, au plan de la relation à autrui. Et du coup, ça permet de renouer avec la sensation de plaisir par rapport à soi et non pas de faire plaisir simplement uniquement à l'autre. Parce que c'est aussi la substitution à son propre plaisir du plaisir de l'autre. Juste aussi pour revenir sur les deux questions qui ont été posées avant, alors oui, non, les surdoués, il y en a autant chez les deux sexes. C'est un hasard, je pense, ou bien voilà, qu'il y a peut-être plus de professionnels intéressés chez les femmes et qu'il y a plus aussi de professionnels féminins dans ces professions de toute façon, chez les psychologues, etc. Après, on a vu aussi qu'il y avait des profils assez différents, de façon très schématisée. On a vu ce matin qu'il y avait le petit garçon au potentiel qui pose assez tôt problème à l'école, qui se bagarre ou qui est harcelé. Enfin, il y a un problème plus aigu. Alors que la petite fille, très schématiquement, encore une fois, va être plus sage, toute gentille, tout se passe bien jusqu'au moment où ça explose en bonne anorexie mentale ou en bonne dépression à l'adolescence, quoi, ou à l'âge adulte. Donc il y a des parcours différents. Je pense qu'il y aurait des tonnes de choses aussi à dire sur la notion de genre aussi et la façon dont l'éducation va aussi cultiver des choses et ne va pas avoir la douance de la même façon chez les enfants. Dernière chose aussi, quelqu'un qui parlait de l'importance de la reconnaissance d'un tiers et de trouver après des accompagnants qui s'y connaissent au potentiel. Alors, on est très heureux qu'il y ait cette journée où les professionnels se rencontrent aussi entre eux, parce qu'actuellement, on est plutôt dans une situation où c'est des professionnels isolés, des individus qui, eux, s'intéressent au sujet, ils créent ça, mais il n'y a pas beaucoup de réseaux. Donc, tant mieux si ça peut exister, plus on sera nombreux, nous, à se former, à former les gens autour de nous, à se rencontrer, plus on aura des chances qu'il y ait des réseaux qui se créent. Il faut rappeler aussi qu'il y a le CNAHP, donc pour les enfants et adolescents à haut potentiel, c'est NAHP à Rennes. C'est, je ne sais pas si c'est bien, je ne connais pas, mais je sais que ça existe. Donc ça a le mérite d'exister pour les enfants et ados. À nous de montrer qu'il y a une demande aussi, de montrer qu'il y a une demande de réseau institutionnel et de formation pour les professionnels, etc., pour les adultes. Bonsoir. On entend plus là. Et la question que je veux pas qui rejoint ce que vous disiez, on était dans l'ombre pendant pas mal d'années par rapport à nous-mêmes, et quand on se découvre dans cette urgence, et que le personnel hiérarchique de l'entreprise nous a connus dans cette ombre en fait, nous-mêmes, puis qu'on leur dit voilà aujourd'hui j'en suis là, mais en fait on n'est pas entendu quoi. Alors on fait quoi qu'on est coincé dans un métier? Je suis pas seulement la seule personne à ça dans le pays à subir ce genre de choses. Je parle aussi pour les autres. C'est-à-dire qu'on est coincé dans un métier qui nous ennuie, qui nous déprime, qui nous fait mal, quoi. Et on fait quoi par rapport à cette hiérarchie? Est-ce qu'on est obligé de passer par un praticien qui va dire au médecin du travail, il faut adapter le poste de cette personne à son fonctionnement, et là on est coincé, quoi.
Oui, vous soulignez un point important, et c'est vrai que ça pourrait être le rôle du médecin du travail aussi. Peu sont vraiment formés. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler avec des médecins du travail qui étaient informés sur la douance, parce que dans leur consultation, ils voient des adultes qui se dépriment, des adultes qui ont du mal à investir un travail répétitif dans lequel ils ne voient pas d'évolution possible. Donc c'est absolument important. Bien évidemment, la situation rêvée, c'est d'avoir un supérieur hiérarchique comme monsieur qui veut être attentif au potentiel dans son équipe. La question de l'adulte surdoué en entreprise est une question absolument primordiale, parce que plus la boîte est grande, plus elle est hiérarchisée, moins l'adulte surdoué va trouver sa satisfaction. On se rend compte que les adultes sont plus heureux, soit en tant qu'auto-entrepreneurs, ou dans des métiers plus créatifs, des métiers où ils ont une possibilité de variété et d'expression personnelle. Alors là, il y a un véritable travail à faire et de réflexion sur comment aider. Parce qu'il est vrai que si vous allez voir votre employeur qui a l'habitude de vous voir depuis des années à un poste et qui vous gère en fonction de, j'en sais rien, un diplôme ou des qualifications, cette personne ne saura que faire de ce que vous lui apportez. À moins qu'elle ait un pouvoir de décision qui lui permette de voir avec vous comment vous pouvez évoluer autrement au sein de l'entreprise. Mais ça nécessite que les ressources humaines, que la médecine du travail et bien évidemment que les supérieurs hiérarchiques soient informés pour pouvoir montrer une souplesse. À l'école, on saute des classes, on accélère le rythme. Pourquoi au travail ne pourrait-on pas aussi modifier le rythme et le contenu? Par contre, la justification par le haut potentiel intellectuel, c'est un peu délicat à présenter comme tel. Dans le cadre d'entreprise, j'entends. Alors, je voulais intervenir à 2 niveaux. J'ai été auditrice interne en entreprise à un moment donné, et j'ai créé des postes à partir de personnes que je détectais. J'avais eu juste une position de vision latérale dans l'entreprise, et je disais j'ai besoin de quelqu'un pour un nouveau contrôle, quelque chose qui n'existait pas. Et il y avait des personnes qui disaient ben, moi j'ai envie d'apprendre, moi j'ai envie d'évoluer, et c'était très émouvant. Donc peut-être appuyez-vous sur des profils comme ça, ou n'hésitez pas à aller voir ou à changer de boîte. Alors deuxième chose, j'accompagne des cadres en recherche d'emploi dans le service public. Et ce que je peux faire, témoigner, c'est que quelquefois, il y a des personnes qu'on voit arriver, ils ont été cadres, ils ont dirigé plein de gens, et ils ont un CAP, et évidemment le diagnostic, alors là je rejoins Madame Vandame qui disait, c'est intuitif, quelquefois on sait que quelqu'un a haut potentiel, quelquefois, alors pour vous répondre monsieur, quelquefois ça prend 1 an, 2 ans avant que la personne décide d'aller faire le test quand on lui dit, et après, après c'est une grande satisfaction. Et au niveau professionnel, et aussi pour vous répondre, monsieur, ou madame, excusez-moi, c'est chez les hauts potentiels, je pense qu'on voit le plus de gens qui ont 2, 3, 4 métiers dans leur vie, en changeant tous les 10 ans de métier, quelquefois en lien... En cumulant ça, oui, tous les 2 ans. Voilà, quelquefois en lien avec l'éducation, des personnes qui ont envie de transmettre et d'être au contact ou d'être soignant. Voilà. Bonjour, je suis psychologue scolaire. Je voulais apporter une précision par rapport à l'intervention d'avant. Il y a un petit maillon qui a été oublié quand même, ce sont les RASED et les psychologues scolaires qui se trouvent à l'intérieur de l'école et qui normalement sont sensibilisés au haut potentiel. Donc pour les parents, ça peut être une ressource, ça peut être quelque chose qui peut faire médiation entre les enseignants et puis l'enfant. Deuxième chose aussi, je voulais dire qu'il y avait aussi la médecine scolaire qui est dans le système, et par exemple sur la presqu'île où je travaille, eh bien, il y a eu une réunion, là, on s'est créé soi-même entre nous notre réunion avec le médecin scolaire, le psychologue scolaire, des psychologues libéraux et des pédopsies de CMP pour réfléchir sur ce thème. Donc il est tout à fait possible d'être interprofessionnel sur ce sujet, et la hiérarchie au niveau de l'éducation nationale se saisit de ce travail, puisque elle va proposer une réflexion là-dessus suite à ce travail. Donc c'est ce que je voulais dire. Il faut aussi peut-être penser au RASED, où il y a
des maîtres spécialisés qui peuvent aider les enfants qui se retrouvent en difficulté à haut potentiel. Voilà, merci. Bon, là, effectivement, on rebascule sur le sujet des enfants. Du coup, ça me fait penser qu'il y a une précision que... Enfin, en tout cas, moi, pourquoi je me suis intéressée aux adultes? Parce qu'en fait, les adultes, souvent, ont des enfants. Et les meilleures personnes qui puissent s'occuper de leurs enfants, c'est quand même les parents. Ah, merci, voilà. merci. Donc, si les parents vont bien, vont de mieux en mieux, eh bien, les enfants auront aussi beaucoup moins de problèmes. Oui, j'ai rencontré aujourd'hui 2-3 parents qui m'ont parlé de leurs enfants précoces et qui ont parlé en disant qu'ils ne pensaient pas qu'eux-mêmes pouvaient être concernés par la question. Et je suis toujours étonnée de voir cela parce que dès qu'un parent généralement s'intéresse à la précocité d'un enfant dans une fratrie, ceci les amène à se poser des questions sur eux-mêmes et bien souvent ils se retrouvent tels qu'ils ont été quand ils étaient enfants. Oui, alors je prends la parole. C'était pour parler d'un secteur où on retrouve, je pense, beaucoup d'adultes HP, c'est les lanceurs d'alerte. Moi, je me sens concerné par ça. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte HP, je ne peux pas m'empêcher. Si je vais à un concert, je vais voir le concert, mais en même temps, je peux vous dire s'il y a suffisamment de portes de sortie, si par rapport au nombre de personnes qu'il y a dedans, ça va ou pas, si le niveau sonore est adapté ou pas. Enfin, je ne peux pas m'empêcher de voir toutes ces choses-là. Dans le cadre de mon boulot, c'est pareil. Je vois tout de suite, et si je vais bouffer au McDo, je vois tout de suite si, dans la relation de travail des gens qui préparent les sandwichs, il y a un problème, il y a un malaise, donc bon, je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Voilà, donc je suis un emmerdeur en fait, je suis considéré comme ça tout le temps. Ça fait partie de ma personnalité, donc c'est le fouineur, c'est le donneur de leçons, enfin, il y a plein de mots gentils pour ça. Donc du coup, pour me protéger, parce que c'est bien pratique aussi, on se retrouve militant après. Et puis, une technique pour pouvoir le dire et avoir la possibilité de le faire, c'est de se retrouver délégué syndical, éventuellement d'être dans le CHSCT, le comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail. Vu que je parle pas mal et tout, ouais, ils ont voté pour moi, les collègues, donc je me retrouve là. Donc maintenant, je peux l'ouvrir très très grand, plus facilement, parce que je suis protégé par ça. Et ce qui est nouveau et qui est intéressant, il faut le dire, c'est que les personnes qui n'ont pas le droit comme ça de le faire, mais qui le font quand même, sont considérées comme des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui, dans le cadre de leur lieu de vie ou dans leur lieu de travail, font remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en général, les gens autour vont être dérangés et donc vont chercher à les écarter, soit en les virant, soit en les placardisant, soit de plein de manières différentes, parce que c'est douloureux. J'en ai parlé sur autre chose ce matin, mais quand on a une façon de travailler depuis des années et qu'on est tous fatigués par la vie et qu'on a envie de continuer à travailler dans les conditions habituelles, parce que bon, ça va, ça fait longtemps qu'on fait ça et ça marche déjà pas si mal, l'emmerdeur qui dit qu'il faudrait tout changer, il est mal vu. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est reconnu. Le lanceur d'alerte est relativement protégé par la jurisprudence. Donc c'est un point dont il faut avoir connaissance, il ne faut pas hésiter à s'appuyer là-dessus. Je ne sais pas si on a encore le temps pour une ou deux questions, mais après de toute façon, on pourra continuer à se parler de façon informelle. Voilà, les intervenantes ne vont pas s'évanouir, elles vont rester là. Enfin, elles vont rentrer chez elles à un moment donné, parce qu'elles ont le droit d'avoir une vie aussi. Peut-être une ou deux questions encore, je ne sais pas, mais c'est toi qui... Oui, on m'en prend encore deux. Sauf que je sais déjà qui va les poser parce qu'il a levé la main depuis tout à l'heure. Il y a une dame là-bas qui a la main levée avec un pull rose et un monsieur à côté de moi, donc je vous passe la parole. Moi je vais essayer de faire rapide, c'était une question par rapport à un sujet qui devait être évoqué ce matin, je ne crois pas qu'on en ait parlé, c'était sur l'imagerie médicale. Et c'était pour savoir si, au-delà des tests de QI dont on a parlé aujourd'hui, est-ce qu'il y a des méthodes basées sur l'imagerie médicale, l'imagerie du cerveau, les neurosciences, qui permettent d'identifier des adultes à haut potentiel, des images différentes par rapport à la norme. Je pense qu'on peut éventuellement passer la parole à Perrine Vandam qui a peut-être plus creusé la question. Moi, ce que je sais, c'est qu'à ma connaissance, non mais forcément, désolée, non mais voilà, à ma connaissance, c'est des choses on n'a pas actuellement de tests alternatifs, on ne peut pas faire une IRM qui montre que la personne est surdouée. Après, on sait dans les études qu'on observe qu'il y a des fonctionnements différents, mais ce n'est pas forcément structurel, c'est dans le fonctionnement aussi. Donc moi, à ma connaissance, c'est ce que j'ai vu, mais c'est des choses qui avancent très vite. Sur le cerveau, on en est encore au balbutiement de comprendre comment ça fonctionne. Donc les IRM, pour l'instant, ne remplacent pas, mais il y a des recherches prometteuses quand même. C'est ce que j'en ai compris, moi. Oui, alors justement,
à propos des recherches prometteuses. Donc il y a des histoires de noyaux dorsaux, ventraux, latéraux, bidules, enfin bon, il y a plein de trucs. Donc ça, vous allez vous faire un PubMed sur internet, puis vous trouverez plein de trucs chez les anglo-saxons. En France, il y a eu la petite cohorte de chez Lançon à Marseille. Donc ils ont recruté, je crois, une vingtaine de personnes auxquelles ils ont fait passer un spectre. Donc c'est parce qu'ils n'avaient pas les... Enfin, je vous raconte tout, c'est enregistré. Je crois que c'est parce que le texte, ça coûte moins cher que l'IRM fonctionnel. Voilà, et avec l'idée de voir s'il y avait des spécificités justement de fonctionnement, d'irrigation du cerveau des surdoués. Il semblerait qu'il y ait quelques petites spécificités. Donc on attend impatiemment qu'ils publient là-dessus et on attend impatiemment de savoir si ça pourrait être le début d'une étude française, donc avec un recrutement qui sera par la suite. Voilà. Donc ça, c'est lancé à Marseille. Oui, je suis consultante, formatrice et coach en entreprise. J'interviens sur des thématiques relationnelles, des thématiques auprès des managers. Et plus particulièrement, en ce moment, j'interviens sur la thématique des risques psychosociaux. Et en fait, je constate de plus en plus que dans chacune des animations que je peux faire, il y a un cadre qui me dit « Mais moi, dans mon équipe, j'ai quelqu'un à qui je ne sais plus comment faire avec lui. Il n'y a pas de sens dans son travail, il n'est pas content de comment les choses évoluent, il ne comprend pas où on va, d'ailleurs nous-mêmes nous ne savons pas où nous allons. Bon, je suis un petit peu en peine par rapport à ça, et depuis 30 ans maintenant que je fais ce métier, plus ça va, plus je me rends compte que les processus de production sont tellement rigides et les process de toute offre sont tellement rigides que de toute façon, le sens dans l'entreprise, il est extrêmement difficile à avoir. Aujourd'hui, le sens que l'on peut avoir, c'est l'artisan qui fabrique quelque chose de ses mains parce que le process, c'est lui qui le crée. Et puis, bon, ça c'est mon constat. Puis ce matin, j'ai entendu que vous aviez dit que dans votre association, dans l'association médecin, il y a énormément d'informaticiens. Et je me dis, mais tous ces process, qui c'est qui les fait, ces process? Et en fait, je suis en peine. Je suis en peine parce que tous les jours, dans mon métier, j'essaie de montrer qu'il y a peut-être des petites brèches de lumière, des petites brèches d'autonomie qu'on appelle la latitude décisionnelle, qui permettrait donc aux individus de reprendre un petit peu la main, de reprendre un petit peu le contrôle. Mais c'est extrêmement difficile dans un cadre aussi contraint qu'un emploi qui est défini dans des process. Voilà, alors donc je me dis, maintenant que j'ai entendu ça ce matin, on a peut-être un peu de chance et j'aimerais bien que les informaticiens puissent créer des zones d'ombre pour que les adultes qui sont là, les adultes d'ailleurs, et puis en potentiel, comme tout le monde d'ailleurs, aient cette possibilité d'avoir un peu de coups des franches. C'était pas vraiment une question en fait, du coup je pense qu'on va s'arrêter là. Oui, mais c'est ça, c'est que finalement l'année prochaine il faudra qu'on fasse une thématique sur le milieu professionnel. Alors on prend une dernière. Toute dernière, et c'est parce que c'est vous. En fait je vais intervenir parce que justement je suis médecin du travail et je voulais répondre au monsieur. Donc j'ai trouvé une petite astuce en tant que médecin du travail pour aider les gens. Je pose systématiquement, moi, dans mes consultations, je demande toujours si les gens se plaisent sur leur poste. Et j'ai à peu près 5 personnes, je détecte à peu près 5% de personnes qui pourraient éventuellement faire plus et qui restent à leur... Alors, on est en temps de crise, les gens me disent « j'ai bien conscience que j'aimerais trouver autre chose, mais la crise ne me permet pas de faire ça ». Et en fait, il y a une petite proportion de ces gens que je peux aider, c'est ceux qui ont des problèmes de santé, qui en ont plein de dos, qui par exemple ont un problème de hernie, qui sont opérés et qui ne peuvent pas reprendre leur travail de manutentionnaire. Moi, je les aide à établir un dossier de travailleurs handicapés. Et grâce à ce dossier, on a des financements pour faire une formation et un reclassement professionnel. Mais il faut passer le haut potentiel, c'est pas un handicap. Donc somatisez tous à mort. Somatisez. C'est les gens qui ont fait une dépression et qui ne peuvent pas retourner à leur travail, les gens qui ont des... Donc avec ça, j'ai dernièrement une porteuse de pain, une dame qui était porteuse de pain, qui avait mal au dos et qui, au cours de son arrêt, a fait un bilan de compétences et qui est heureuse de me dire qu'elle va passer son bac et qu'elle va se relancer dans des études.
Il faut passer par la case travailleur handicapé. Merci. Le haut potentiel n'est pas handicap. Non, c'est dommage, c'est dommage d'arrêter là parce qu'on aimerait continuer des heures, mais vraiment on a des obligations. Déjà, je pense qu'on a explosé les normes de sécurité. Le monsieur il doit pas être content au fond. Mais... merci beaucoup à tous, merci beaucoup aux intervenantes et intervenants.